années où les djihadistes continuaient de se promener comme si c'était chez eux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. L'autre raison, bien évidemment, comme vous l'avez dit, c'est cette histoire, parce qu'on l'a vu au niveau de la presse occidentale, notamment française et pro-française, France-africaine, comme je ne vais pas citer de nom, qui voit ici le fait qu'il y ait un basculement du Burkina Faso vers la Russie. Tout à l'heure, Jonathan Makenene l'a dit, lorsque la sous-secrétaire d'État allait faire cette déclaration qui n'engage qu'elle, bref, et donc, beaucoup se disent, attention, Assimi Goïta, c'est la Russie. Donc, si le président Ibrahim Traoré va voir le président Assimi Goïta, par transitivité, donc la Russie est derrière. Vous voyez, ça dit qu'il ne peut pas aller directement, donc ça veut dire qu'en passant par le président Assimi Goïta, il va avoir les bras ouverts de la Russie pour que véritablement le Burkina Faso puisse embrasser aussi ce bonheur que la Russie fait avec ce pays en étant franc, parce que c'est ça aussi, c'est la franchise que promet la Russie dans ses relations avec les différents États. Alors, contrairement aux jeunes françaises qui prennent les renseignements du côté des États et vont les donner à des voyous, et en fait, ont ce qu'on appelle cette pesanteur sur les différents chefs d'État et jouent au jeu à la souris et continuent de faire de la communication partout pour donner l'impression qu'effectivement, il y a une faiblesse de nos armées, en réalité, parce qu'elles jouent contre nos armées. Donc, ces différents éléments réunis, on voit que cette rencontre devait avoir lieu. Maintenant, c'est vrai, la courtesse de cette durée, mais comme on le sait, moi je me souviens quand on était encore jeune, on disait les réunions les plus efficaces sont les plus courtes. Et là, vous avez des hommes d'action, ce sont des militaires. On n'a pas besoin de faire 10 heures de réunion, parce que généralement, on vient faire 10 heures de réunion. Sur les 10 heures, peut-être, on va prendre 45 minutes pour faire réellement la réunion. Tout le reste, c'est pour rire, manger, s'amuser. Or, ici, comme le dit le Premier ministre, M. Yegel, c'est qu'il y a urgence. Et l'urgence, il traduit les propos du président Ibrahim Traoré, il y a urgence. Et l'urgence fait qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller s'asseoir, de demander aux caméras de venir prendre photo dans tous les sens. Non, il y a urgence. 40% du territoire burkinabé sont tenus par des voyous, des terroristes encouragés certainement, je dis bien certainement, nous n'avons pas les éléments, mais nous savons qu'au Mali ça s'est passé. Et pourquoi cela ne se ferait pas au Burkina par la jeune française. Donc vous voyez qu'il y a une urgence. Nous avons plus de 2000 burkinabés qui sont déplacés dans leur propre pays. Parce que c'est ça aussi le véritable problème auquel on ne veut pas faire face. Et dans la communication des autres, qu'ils essaient de présenter en donnant l'impression que les Burkinabés sont des gens qui sont devenus, comment on appelle, des gens qui ne sont pas rationnels et qui, parce que comme on est dans un effet de mode, c'est ça aussi, un effet de mode, tout le monde voit maintenant la Russie, alors on y va. Non, c'est pas ça. Vous imaginez pendant 9 ans que le Burkina Faso est agressé et que la France est présente. Alors où je vous parle, vous avez 400 militaires des agents spéciaux, militaires des forces spéciales au Burkina. Alors où je vous parle. 400. Et ceux-là ne sont pas capables, qu'on dit, quand même, des agents spéciaux ne sont pas capables de vaincre ces voyous qui viennent attaquer le Burkina. Et nous avons plus de 2000, comment on appelle, déplacés. Non, pour dire que cette rencontre, elle était importante, nous l'attendions. Elle permet aussi de situer le cadre, ou bien le cap qu'allait prendre le nouveau régime au Burkina Faso. Et cela nous rassure, nous, panafricains, qui croyons dorénavant à ce que quand les Africains veulent parler, la première des choses, ils se parlent d'abord. Si on n'arrive pas à trouver des solutions entre nous, le temps qu'on puisse parcourir les 54 États, on va trouver une solution. Maintenant, si ce n'est pas possible, alors on va aller à l'extérieur. Ça, c'est très important, cette rencontre, nous la saluons avec beaucoup de chaleur.
Merci à vous, Tapé Groubera. On poursuit ici sur le plateau avec vous, Jonathan Batenguene. On s'interroge justement, on pourrait peut-être pas demander qu'est-ce qui lie ces deux pays, pourquoi pas, le Burkina Faso et bien sûr le Mali, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans la même démarche de manière stratégique? Est-ce qu'il y a des points qui pourraient affirmer ou confirmer que ces deux pays sont en train de suivre les mêmes pas? On ne va pas encore rentrer dans le fond de cette coopération qui est encore en train de se peaufiner. Oui. Mais il faut savoir que même avec le prédécesseur, il y avait déjà l'ombre d'un soupçon d'une coopération entre les deux pays. Parce que, comme l'a précisé Tapé Groubera, il y a le partage en commun d'une grande partie de la frontière. Il y a également un autre élément, la zone des trois frontières est aujourd'hui le nid des terroristes. Notre frère aîné, Tapé Groubera, a parlé des attaques terroristes qui auraient pu, non, on ne peut plus dire auraient pu. Pourquoi? Nous avons sur Twitter repéré un des trolls de la junte française qui communique sur... Alors là, quand vous faites un parcours de ces communications, c'est essentiellement le recensement des attaques sur les forces à la fois maliennes et burkinabè. C'est-à-dire, ces derniers jours, ce dernier ne publie que des éléments contre les forces maliennes et burkinabè. Et quand vous voyez des actes positifs qu'il présente, c'est les opérations qu'il dit des succès entre Barkhane et le Niger. Et ce dernier omettait qu'il y avait une ONG, une société civile nigérienne responsable, qui elle également suit cette actualité et a comptabilisé en 15 attaques 22 morts civiles commis par Barkhane et l'armée nigérienne. C'est documenté par une organisation de la société civile nigérienne. Alors, ce dernier qui publie contre l'armée malienne et burkinabè, c'est déjà un indicateur fort. Il veut dire, dans son approche, que nous avons désormais un camp qui est en train de se former. Un camp commun avec le Burkina et le Mali. Oui. Et au niveau du Mali, au niveau du Burkina, alors, les preuves commencent à se dessiner de la complicité entre la junte française et les terroristes via les images que partage ce troll. Qu'est-ce qui le prouve? L'angle de photographie. L'angle de photographie. Dans la photographie d'un civil qui a pas assisté de manière fortuite ou bien par la force des événements à un échange de tirs, il se retrouve dans une posture embusquée où vous avez des images sporadiques de tirs parce qu'il a besoin de sécurité et comme il ne peut pas prévenir, il ne peut pas identifier l'origine des tirs ou bien il ne peut pas se prémunir des balles perdues, il va toujours se cacher. Dans les vidéos qu'il partage, et c'est ça qui est intéressant, le photographe est toujours du côté des terroristes. C'est-à-dire... C'est révélateur. Oui, ça révèle l'origine des images. Ça veut dire que c'est les terroristes qui filment leurs attaques, surtout. Et la dernière attaque qu'il a filmée, c'est l'attaque sur le camp de Djibo, qui a fait, pour ceux qui sont sur Twitter, qui a été abondamment relayée par les trolls de la junte française. Vous savez que le patron de la junte française a commis désormais une équipe chargée de la communication des terroristes et de la déstabilisation des armées maliennes et burkinabè. Donc c'est cette armée cybernétique qui travaille à des images qui ont été partagées. Et vous pouvez voir l'angle de ces images. C'est soit un terroriste, soit un photographe spécialisé dans le camp terroriste qui filme les attaques des terroristes en train de tirer sur le camp des forces burkinabè.
un camp militaire burkinabé. Ils sont en train de détruire, le camp est d'ailleurs en feu, ce qui témoigne de ce que la personne participe de manière active ou bien participe en tant que photographe attitré de ces éléments-là à la propagande de la force de feu des terroristes. C'est révélateur de ce qu'il y a une complicité entre les forces de la junte française et les terroristes qui également agissent au Burkina Faso. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que les Maliens ont vécu est en train de se reproduire sur le terrain burkinabé. Surtout que la junte française utilise le même narratif. Une fois que nous partons, la zone va connaître un tel chaos que vous serez incapable de ramener de l'ordre. Donc, il y a une apologie du chaos, il y a une prophétie du chaos qui avait déjà été utilisée au Mali, qui est remise sur pied dans le cas du Burkina, surtout que le Burkina affiche des velléités de rompre sa coopération sécuritaire et militaire avec la France. Donc, la junte française est dans les mêmes mécanismes. L'attrition que connaissent ces derniers jours les forces armées burkinabées est encore un autre indicateur. Souvenons-nous du départ des forces de la junte française Barkhane de la base de Tessalite. Ça avait été suivi d'une attaque d'une envergure encore pas connue jusqu'à l'heure. Et cette attaque avait été menée par des pseudo-terroristes, quoique 33 éléments de la Légion étrangère française avaient été abattus sur le théâtre des opérations. Donc, il y a les mêmes procédés qui sont en train d'être utilisés. La junte française, pour menacer les forces armées, ou pour menacer, pour intimider le peuple burkinabé, est en train d'utiliser l'insécurité comme élément de propagande en vue de justifier son retour dans la zone. La junte française veut se maintenir dans la zone en utilisant l'insécurité. Ils disent que s'ils partent, il y aura une telle insécurité que les populations elles-mêmes ne pourront plus vivre. Et comme le disait Tapé Goubera, la junte française omet de dire que c'est avec elle que le plus grand échec du Burkina a été connu. Quand les Burkinabés défendaient leur territoire encore avec les moyens qu'ils avaient, les terroristes n'avaient pas 20%. Quand Barkhane a été activé, les terroristes ont pris 20% du territoire. Mais là, ils étaient encore modérés, ils étaient encore un peu relativement moins intéressés par le territoire du Burkina. Mais dès que Damiba a été renversé, dès que Damiba a renversé Rochemar Christian Kaboré, et que des velléités de rupture de partenariat avec la France ont commencé à se faire jour, les terroristes ont redoublé d'ardeur et ont doublé la superficie qu'ils occupaient. Ils sont passés à 40%. La dynamique d'occupation du territoire burkinabé par les terroristes nous montre bien qu'il y a une corrélation avec le type de relation que le Burkina entretient avec la France. Chaque fois que le Burkina entretient une relation de détachement ou bien de rupture avec la France du point de vue diplomatique, l'activité terroriste gagne en intensité. Il y a donc l'utilisation de cette violence pour essayer de justifier la continuité de cette relation diplomatique, qui est essentiellement aujourd'hui tournée sur les oripeaux de la sécurité. Il faut que le colonel, il faut penser là que le capitaine Traoré, en allant rendre visite au colonel Assimi Goïta, est en train de penser à une politique de mutualisation des forces, c'est-à-dire la création d'une force mixte Burkina-Mali, qui pourra exercer ou bien qui pourra lancer les grandes offensives dans toute la zone des trois frontières, du moins celles qui concernent le Burkina et le Mali, et mettre à mal les terroristes comme cela a été fait avec succès dans le nord du Mali. Merci une fois de plus à vous. On va aller au standard, tout simplement noter effectivement, pour parler pour appuyer ce que vous avez développé tout à l'heure. On rappelle que début octobre justement, l'ONG Human Rights Watch publiait un rapport où il était mentionné que les groupes armés affiliés au groupe État islamique justement ont
du moins leurs activités ont prospéré depuis quelques semaines, depuis l'arrivée du président Goïta du côté du Mali et bien sûr aussi Traoré du côté de Burkina Faso. Et donc il y a plus d'attaques terroristes depuis leur arrivée. Donc la situation sécuritaire là-bas semble s'envenimer selon justement ce rapport. D'ailleurs, dans ce rapport, on a relevé plusieurs attaques, notamment à la mi-octobre, cette attaque qui s'est déroulée du côté dans le nord-est du Mali. Donc, on a relevé cela, donc tout simplement pour justement appuyer votre argumentaire. On va aller au standard avec Jean Sapokno qui nous appelle depuis les États-Unis. Bienvenue à vous, monsieur Jean. Bonjour, Siké Doumbé. Bonjour. Bonjour, merci pour le travail que vous faites. Bonjour à vos panélistes. Tapé et puis Jonathan. Bonjour technicien. L'heure est grave, mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que nous sommes dans une lutte légitime qui est la défense de notre dignité et la défense de nos droits d'existence sur là où la nature a voulu que nous soyons, nos terres africaines. Donc personne autre n'a le droit, même le droit divin, pour nous brouiller, nous tuer sur notre propre territoire. C'est ce que la France faisait depuis longtemps et continue de faire, pensant qu'elle est dans son droit. Non, la France n'a pas le droit. D'abord, que le rapprochement entre les deux présidents, Ibé et puis Goïta, c'est une très bonne chose. Et nous pensons qu'ils ont compris, surtout le nouveau Ibrahim a compris l'enjeu. Nous ne sommes plus dans les tromperies. Ça ne nous amène nulle part. Il a compris que ses prédécesseurs se sont baignés dans la tromperie, duperie, mensonge, parce que c'est leur rôle. Les formations, c'est comme ça, ils mentent. Ils mentent comme ils respirent. C'est comme ça qu'ils sont. Comme ils viennent du menteur, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils n'ont pitié d'aucune personne. Ils mangent, ils boivent tout sur le chemin. Voilà, c'est ce qu'ils... Et ils se permettent de donner des leçons. Mais la bataille n'est pas seulement une bataille humaine. Elle est divine. C'est pourquoi il disait que nous nous battons pour notre dignité et pour notre droit de défendre là où la nature a voulu que nous soyons. La France se précipite pour amener les navires de guerre en Côte d'Ivoire avec des hélicoptères de guerre. C'est pour combattre les terroristes que nos dirigeants comprennent que ça ne peut plus continuer comme ça. La France ne combat pas les terroristes. Vous avez beaucoup décortiqué cela sur les antennes. Et aujourd'hui, le Mali a porté cela jusqu'à l'ONU. Que c'est la France qui forme et arme les rebelles, les terroristes. Cela est à discuter juste là. Elle ne bronche pas. Mais elle se précipite encore pour encore mettre. Voilà les preuves encore. Que la France ne lutte pas contre les terroristes. Sinon, mais si la France luttait contre les terroristes, mais on devait le savoir. Est-ce qu'elle a besoin d'amener tous ces équipements-là encore en Côte d'Ivoire et en Afrique? Non. Non. Donc, nous n'avons pas à perdre le temps. D'ailleurs, que nous voulions ou pas, si c'est, nous allons vaincre cette victoire parce qu'elle n'est pas, nous allons vaincre cette bataille parce que cette bataille n'est pas une bataille humaine. C'est pour la justice divine. Que la France ne sais pas quoi, se force, dit non, continue, elle se bat, elle se bat. Si vous voyez ce que la France fait, mais vous allez dire, mais dis donc, mais elle va échouer. Que nos dirigeants, les nouveaux dirigeants, se sacrifient pour comprendre qu'il faut avoir le courage de dire non à la France, non aux informations de la France, parce que c'est un pays qui ment, et nous informons les Français. Nous informons les Français de voir ce que leurs dirigeants font sur le continent africain et continuent de faire sur le continent africain. Ils vont payer le prix. S'ils ne font rien pour les arrêter, c'est vrai qu'ils sont dans un confort qu'ils ne veulent pas abandonner cela. Ils sont habitués à cela. Vivre aisément aux dépens des autres, tuer les autres, se montrer qu'on est donné de leçons.
Vous voyez, ce gamin est parti à Paris, et plutôt à l'Italie, vous rencontrez soi-disant, je ne sais pas quoi, autorité religieuse, pour faire... C'est très spirituel des choses qui se passent comme ça, mais ils ne vont pas arriver. Parce que nous suivons le vrai Dieu, le Dieu de justice et de paix et d'amour. Voilà, Manuel, ce que nous sommes en guerre, que nos dirigeants, nous appelons les Nigériens, nous appelons les autorités nigériennes et les politiciens, c'est pas quoi, les politiciens nigériens de se ressaisir, de ne pas servir la France dans cette bataille. Les Ivoiriens, vous êtes oppressés, mais Dieu bientôt vous répondra. Soyons courageux, il y aura encore beaucoup de pertes, mais nous allons y arriver. Pour la génération future, que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup également à vous, Monsieur Jean, pour cette participation. Avant de peut-être revenir au standard, on va une fois de plus aller retrouver Tapé Groubera. Il faut le dire, hein, Tapé Groubera, à l'annonce de cette rencontre, beaucoup, c'est vrai, on parle en tout cas de stratégie, de collaboration, coopération dans la lutte contre le terrorisme, mais surtout lorsqu'on sait aussi que ces deux pays entretiennent ou envisagent pour l'autre entretenir des rapports étroits avec la Russie. On se demande si justement est-ce que cela ne serait pas en train de créer ou de former une sorte d'axe, du moins une forme d'axe Bamako, Ouagadougou, Moscou. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut envisager cela? Je pense que c'est une... On ne doit même pas parler d'envisager. C'est un acte qui doit se faire. Et nous le disons avec force et détermination. Et je le dis, nous sommes sur une chaîne très sérieuse et nous avons le droit de dire des choses aux gens pour qu'ils comprennent, comme je le dis souvent, la notion de la pédagogie. Et c'est pour cela, chaque fois, je salue tous mes frères, notamment mon frère Jonathan Bateguene. Quand nous expliquons, nous donnons des éléments. Parce que c'est très important. Je vais vous donner une information. L'ONU a dénombré en 2019 4000 morts pour les attaques qui ont été opérées dans ce pays. Au Mali, au Burkina Faso. 4000, non pas de 2019. La force Barkhane française était là. Ça, c'est en 2019. Je vais même aller en 2021, le 30 avril 2021, il y a eu 18 morts au Burkina Faso. Le 21 janvier 2020, il y a eu 36 morts au Burkina Faso. Le 4 novembre 2019, il y a eu le meurtre du député maire de Guibo et de ses compagnons, ainsi que les attaques de villages. Le 17 février 2020, il y a au moins eu 24 personnes qui ont été tuées dans les attaques contre une église. Le 1er juin 2020, attaque contre des populations, au moins 50 victimes au Burkina Faso, etc., etc. Ça veut dire, si on veut citer, c'est une liste longue. Et c'est assez macabre ce qu'on entend. Voyez qu'une telle situation, où chaque jour, les populations sont attaquées. Parce que les gens veulent nous distraire en parlant de djihadistes. Ce n'est pas les djihadistes. Parce que les djihadistes sont souvent le gros dos. Quelle est la religion qu'ils veulent imposer? Quand vous prenez des pays comme le Mali, qui est presque à 90% musulman, prenez un pays comme le Niger, qui est à presque à 90% musulman, le Burkina Faso, une grande partie est musulmane. Pourquoi vont faire les djihadistes? Ce n'est pas des djihadistes. Les djihadistes viennent pour une cause. Mais ces gens qui sont là, ce sont des terroristes. À qui on donne des armes? Comment pouvez-vous imaginer que les forces Barkhane sont là depuis 2013? Et je viens de citer une série, je dis on peut le faire. Mais pour le respect de ces morts, on ne va pas citer toutes ces personnes qui sont tuées. Mais vous voyez qu'il y a urgence. Urgence parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Bateguene, c'est que les gens essaient de montrer, évidemment, aucun pays n'est infaillible. Que s'il arrive que ces voyous commettent un assassinat ou bien des meurtres, c'est ça qu'on met en avant, donnant l'impression que, regardez, c'est bien, la Russie est venue qui les aide.
Mais regardez ce que nous on fait. Mais on oublie que les États-Unis ont été attaqués en 2001. Ou bien les États-Unis ne sont pas sur la terre. La France a eu combien d'attentats sur son territoire, pourtant avec les moyens qu'ils ont. Pourquoi vous voulez qu'un pays comme le Mali, qui est très grand, qui est encore en train de se chercher, ne puisse pas être attaqué? Et surtout que nous avons des éléments extérieurs, notamment la jeune française, et cela est démontré, qui les aident. C'est tout à fait normal qu'ils subissent de temps en temps des meurtres. Mais on n'a pas dit que du jour au lendemain, cela va se résoudre. Mais c'est parce que ça se passe doucement. Et c'est pour cela, je pense, avec l'intelligence qui sied au président Ibrahim Traoré, il a compris que c'est là-bas qu'il doit se tourner. Parce que comme je l'ai dit, nous panafricanistes, parce qu'il faut qu'on se fasse comprendre. Nous ne disons pas qu'on veut quitter un maître pour avoir un autre maître. C'est très important. Nous disons que quand il y a un incendie, on ne cherche pas l'eau potable pour éteindre le feu. Pour l'heure, l'eau qui peut nous aider à résoudre nos problèmes d'urgence, c'est la Russie. Je répète, pour l'heure, ceux qui peuvent nous aider à résoudre nos problèmes de sécurité, c'est la Russie. Donc là-dessus, il n'y a même pas de discussion. Je dis bien, toute population, tout être humain dans la vie aspire à la sécurité physique, alimentaire. Ça, ce sont les premiers besoins. Si vous n'avez pas de sécurité physique, c'est-à-dire, vous imaginez, vous avez 4000 personnes burkinabés dans leur propre pays qui sont déplacées. Non, pardon, 2 millions, autant pour moi. 2 millions de burkinabés qui sont déplacés. Vous pensez que cela peut faire des projets pour l'avenir? Non. Parce qu'on ne sait pas si demain encore on va venir nous chasser. Comprenez? Donc, les burkinabés ne sont pas des hommes hors de la terre, ce sont des citoyens de la terre, ce sont des humains. Ils aspirent aussi au bonheur. Les Maliens, c'est la même chose. Les Centrafricains, c'est la même chose. Les Nigériens, c'est la même chose. Or, les pyromanes qui se font inviter sont dangereux parce que quand ils viennent, c'est pour mettre le feu. La France vient, elle va recueillir les informations au sein des états-majors des pays africains et elle va donner ça à ces voyous-là qui vont attaquer ces villages. Elle va leur donner des armes, elle va donner la position de nos armées et ces gens n'attaquent même pas les armées, mais ils vont attaquer les populations civiles qui ne savent même pas ce que c'est. Mais ça, honnêtement, comme l'a dit, je crois, tout à l'heure, un intervenant, bon, lui, il parle de la, comment on appelle, de la justice divine, mais logiquement, si l'ONU était une organisation sérieuse, elle aurait pu, c'est une parenthèse que j'ouvre, faire, comment on appelle, faire tenir la réunion qui est demandée depuis le 15 août par le Mali, et puis condamner avec la plus grande énergie la France et la jeune française, et leur demander de quitter immédiatement le territoire africain. Mais hélas, ce n'est pas ça ce à quoi on va s'attendre. Par contre, on est prompt à aider l'Ukraine parce que, comme eux-mêmes l'ont dit, ils ont les mêmes voitures qu'eux, ils ont la même couleur de cheveux qu'eux, ils ont la même couleur de peau qu'eux. Donc, en réalité, il y a aussi un élément de mépris de ces jeunes-là qui, véritablement, il y a un élan raciste. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, oui, on ne doit même pas penser. C'est des choses qui doivent se faire. C'est une question de nécessité vitale. Si le Burkina Faso veut exister en tant qu'État, parce que c'est ce que les autorités du Mali ont fait, sinon l'État du Mali allait disparaître. Comment pouvez-vous imaginer qu'on a eu un monsieur, père à son âme, monsieur Ibeka, qui a été président pendant une dizaine d'années, qui n'était pas capable d'aller au nord pour aller faire les élections, qui n'était même pas capable d'aller voir les populations maliennes du nord. C'est pas possible. C'est la même chose. Si le Burkina Faso continuait, c'est la même chose qui allait arriver. On n'est pas capable de sortir de Ouagadougou. À Ouagadougou, c'est vrai, on va montrer, les gens font la fête, etc. Ils ont Facebook, etc. Mais les populations qui constituent ce qu'on appelle le pays de l'intérieur, ceux-là sont en train de vivre le martyre. Voilà ce que les gens présentent. Voilà ce que les gens veulent de nos populations. Donc aujourd'hui, nous avons besoin, il y a une urgence, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de vie ou de mort, où le Burkina Faso veut vivre, où nous voulons que nos frères de Burkina Faso, nos parents de Burkina Faso vivent, alors nous les soutenons. Ce n'est pas une question de mode.
en attendant que nous, c'est notre position RS et nous la comprenons, en attendant que les pays africains puissent fabriquer des armes et qu'un seul pays, au moins, puisse avoir la bombe atomique ou bien la bombe nucléaire, nous ne pouvons que nous tourner vers ceux qui sont prêts à nous aider, comme la Russie, qui, avec eux, on n'est pas dans le jeu. Et ils sont clairs. Et on donne ça, nous on donne ça, et puis effectivement, ils nous aident à combattre le terrorisme. Parce que la Russie l'a vécu. Elle sait ce que c'est. La France, je ne sais pas si elle a vraiment vécu le terrorisme, parce que quelqu'un, si on dit que tu as été mordu vraiment par le serpent, tu dois savoir que même quand tu vas le vers de tête, tu vas t'en méfier. Mais on a l'impression que ce qui s'est passé en France, sans toutefois faire du procès d'intention, soit ils n'ont pas retenu la leçon, ou bien quelque chose que nous, on n'a pas compris. Parce que sinon, la France, les États-Unis, qui eux disent qu'ils ont été attaqués par les terroristes, devaient ceux-là même qui devaient être aux côtés des pays africains qui sont attaqués par ces voyous. C'est pas possible. Avec les moyens qu'on a mis, enfin, que la France a présentés sur les réseaux sociaux, enfin, par les réseaux sociaux, dans la documentation, et avec ça, on n'a pas pu empêcher 400 personnes à l'époque en Libye de pouvoir faire passer les armes. Aucun pays, je rappelle, aucun pays africain ne fabrique des armes. Aucun pays africain. Comment se fait-il que des gens qui sont dans les broussailles, qui sont dans le désert, puissent avoir des armes plus sophistiquées les armes, celles des armées, peuvent avoir, pendant que nos militaires sont en train d'utiliser encore des jumelles, eux ils ont des drones. Qui est-ce qui leur donne? Alors qu'on nous fait savoir que pour avoir cela, il faut que ce soit sur la caution d'un État. Quel est l'État qui véritablement sert de caution pour armer ces voyous qu'on appelle, on veut la guerre en parlant des djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des voyous, des délinquants, des terroristes, des groupes armés terroristes qu'on a, on transporte, on l'a vu en Côte d'Ivoire. On prenait les rebelles quelque part, on les déposait à Abidjan pour nous faire la guerre. Donc nous savons, avec la, comment on appelle, l'étendue de cette zone-là, pour transporter ça sur ces voyous-là, la France n'embarque pas les difficultés, d'autant plus qu'elle était comme un peu la maison, à la porte, elle écoutait à l'intérieur les renseignements qu'elle donnait aux voyous pour ça. Donc vraiment pour finir, c'est ça que nous attendons et nous disons que c'est la nécessité, sinon le Burkina Faso va disparaître. Une nécessité. Merci à vous, Tapé Groubera. Avant de revenir ici, on va rentrer au standard avec Marc depuis la France. Bonsoir à vous, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, famille média, et bonsoir à monsieur Tapé et monsieur Batenguele. Ben, moi, je voudrais dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre en Afrique. Et c'est une guerre par procuration que nous sommes en train de voir en Afrique. Il se trouve que tout ce qui est en train de se passer au Burkina, au Mali et au Niger n'est qu'une guerre par procuration. Parce que tous ceux les Occidentaux qui ont déversé ces bandits en Afrique pour que nous puissions être décimés, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous ne fabriquons pas d'armes en Afrique. Mais qui arme ces bandits-là? Et d'où viennent-ils? Sont-ils des Africains ou bien viennent d'un autre pays? Moi, je voudrais savoir comment ces terroristes-là sont arrivés en Afrique. Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas des Africains. Voilà, mais qui les arme? Qui va leur donner des armes afin de nous décimer? Souvenez-vous d'un discours de M. Macron, il disait que les Africains font trop d'enfants. Donc, leur désir est que nous puissions être décimés afin de prendre l'Afrique. Parce que nous avons des ressources, alors les ressources que nous avons, alors ils veulent aller prendre nos ressources tout en décimant tous les Africains afin de prendre en tout cas nos ressources. Mais moi je ne comprends pas. Si nous sommes nombreux, ça c'est pas leur problème. Voilà, et puis en plus de cela, ils font des sociétés secrètes comme Skull and Bones, comme les francs-maçons ou en tout cas d'autres sociétés secrètes que je ne connais pas. Comme en tout cas, nous devons chasser les terroristes en Afrique, mais il faut savoir que nous devons aussi fermer les Rotary Club et les autres.
c'est en cela qu'ils ils développent leur pensée. Et aujourd'hui, ils recrutent en Afrique. Et nous voyons que même c'est dans la population même africaine qui recrute même ceux qui veulent nous détruire. Quand je vais sur les télévisions africaines, par exemple, quand je vois les débats, mais ça m'écoeure. J'ai l'impression que les Africains eux-mêmes ne comprennent pas comment ils vivent en Afrique. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils nous prennent comme des idiots, comme des enfants. Mais non, mais nous ne sommes pas des enfants. Nous voyons ce qu'ils font. Et la géopolitique actuelle doit permettre que nous puissions nous armer nous aussi. Il faut que les pays africains fabriquent des armes. Et même, je demanderais qu'il faut que les armées africaines forment une coalition afin de chasser tous ces bandits. Vous voyez ce que la SADC a fait quand ils ont attaqué la Mozambique. Il se trouve que la SADC a formé une coalition d'armées pour aller chasser ces bandits-là qui ont attaqué en Afrique de l'Est. Pourquoi en Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons pas former une armée puissante avec le Nigeria et même demander l'appui du Cameroun afin de pouvoir chasser ces bandits-là qui sont en train de décimer dans les 3 frontières là-bas au Mali. Mais il faut que nous puissions nous former une coalition puissante afin d'aller chasser tous ces bandits qui sont en train de détruire notre pays. Vous savez, toutes ces pensées-là se font dans les sociétés secrètes, comme Skull and Bones et les francs-maçons. C'est quelque chose de très dangereux pour l'Afrique. Les Africains ne doivent pas rentrer dans ces sociétés secrètes-là. Regardez dans le monde, tous les présidents que les gens installent, la plupart du temps, sont dans ces sociétés secrètes. Et l'OMS même est un danger pour l'Afrique. Et il se trouve que tout ce qui est en train d'être fait, en tout cas, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il faut que les gens puissent comprendre cela. Il faut que les Africains puissent comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre l'OMS. Et l'OMS est un ennemi pour l'Afrique. La FAO est un ennemi pour l'Afrique. Avec l'OGM, les OGM, tout ça, ce sont des trucs que nous Africains, ce n'est pas dans notre domaine. Il faut que les vaccins même que les gens fabriquent là, tout ça, ces vaccins-là sont faits contre les Africains, pour que nous puissions être décimés et qu'eux, ils prennent l'Afrique. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Nous sommes obligés de reprendre l'antenne parce qu'il y a d'autres téléspectateurs aussi qui veulent participer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. Merci. On va rester au standard. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue, on vous écoute. Allô, bonsoir. Je pense qu'on a perdu notre téléspectateur avant de rentrer au standard. Qu'est-ce qu'on fait, le standard? On revient ici sur le plateau Jonathan Batenguine. On verra si le temps va nous permettre de rentrer. Peut-être mettre la thématique, la réalisation. C'est pas certain qu'on va rentrer encore du côté du standard. Alors, Jonathan Batenguine, on a abordé ce point tout à l'heure, ces différentes sorties plus ou moins qui interpellent quand même l'opinion publique africaine. Je prends cette déclaration dimanche du nouveau Premier ministre burkinabé Apollinaire Kemle de Tembela, j'espère que j'ai bien prononcé, je vais le citer. Peut-être qu'avec la nouvelle donne sécuritaire, nous réexaminerons nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut la renforcer
dans un secteur ou pas, s'il faut la réorienter dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de sa souveraineté, tout en précisant justement que ce ne sont pas les manifestants ou la rue, entre guillemets, qui va influencer les décisions du gouvernement. Donc, ce n'est pas la rue, ce n'est pas les manifestants, c'est vrai. Oui. Quand une déclaration pareille, après celle de la secrétaire, du moins, lorsqu'on a également de l'autre côté celle de la sous-secrétaire d'État américaine, on s'interroge. Le Premier ministre de transition ne doit pas jouer avec les mots. Il fait la politique depuis, mais il doit savoir qu'il est sur une position, sur une chaise éjectable. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut lui-même être éjecté. Ce peuple-là, c'est lui le souverain. Lui, il n'est même pas le souverain. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc, ce peuple, c'est lui le souverain. C'est ce peuple qui lui confère une sorte de légitimité. Oui. C'est ce peuple et pas à lui, au président. Et le président lui délègue une responsabilité. Donc, il devrait un peu mesurer le poids de ces mots parce que dans un contexte assez bouillonnant comme celui burkinabé, c'est des paroles de nature à jeter de l'huile sur le feu. Et ça pourrait, dans ce contexte électrique, créer un incendie populaire. Il faut éviter de telles déclarations, il faut rester assez lucide. Le gouvernement a besoin de plus de lucidité. D'ailleurs, la visite d'aujourd'hui au Mali, c'est certainement pour, dans le fond, pour mesurer les contours de la coopération avec la Russie. C'est aussi un moment d'évaluer les bénéfices de cette coopération et de voir comment est-ce que dans le dispositif avancé qu'a déjà le Mali avec la Russie, le Burkina pourrait s'intégrer et tirer son épingle du jeu. Justement, puisque dans le communiqué, il est justement question de discuter des questions, du moins, ils ont discuté des questions sécuritaires qui préoccupent les deux pays. Lorsqu'on sait que lorsqu'on parle de questions sécuritaires, on voit bien sûr la Russie. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces deux pays, il ne faut pas être trop impressionné par les bravades des diplomates états-uniens qui vous parlent de Wagner, hein, parce que eux aussi, ils ont un PRI. Ils ont plusieurs entreprises comme Société, ça, les Ratéon qui travaillent avec le Department of Defense. Et ces entreprises militaires privées ne sont pour autant pas proscrites dans le cadre de coopération internationale. Quand on parle du renseignement dont la France bénéficie dans le Sahel, il faut noter que les drones, l'utilisation des drones, ce n'est pas le personnel direct militaire des États-Unis. C'est généralement du personnel qui est affrété au département de la défense par des sociétés militaires privées. C'est eux qui utilisent parfois des drones et qui sont parfois des opérateurs de drones. Donc, il y a beaucoup d'éléments en Ukraine. Vous avez vu les sociétés militaires privées anglaises qui travaillent à la formation des militaires de Kiev, qui sont même mercenaires sur le terrain, sur le territoire de Kiev et se battent contre les forces russes. Donc, les sociétés militaires privées, nous avons déjà plusieurs fois épilogué là-dessus. Ça fait partie des nouveaux dispositifs dans la guerre moderne. Les États africains devrait également s'adapter à ce nouveau contexte. L'Afrique du Sud est déjà très avancée en la matière. D'autres pays africains pourraient emboîter le pas et développer ces mécanismes. Quoique il y a encore sur nos pays, il y a encore dans nos pays beaucoup à faire pour que des militaires privés, des sociétés militaires privées puissent exercer en toute quiétude. Parce que vous pouvez avoir une société militaire privée qui devient une armée de rébellion instrumentalisée par les pays étrangers. Mais nous gagnerions à développer de plus en plus nos systèmes de défense et à les orienter dans ce sens. On a vu ce partenariat, cette collaboration entre le Mali et la Guinée. Vous l'avez précisé, à l'heure où tout le monde a isolé le Mali, on a vu le président d'Amiba, mais bien sûr, le président de la Guinée, Doumbouya, qui s'est déplacé
Il a d'ailleurs assisté à la dernière fête nationale du côté, bien sûr, du Mali. C'est aussi le moment pour nous. Oui, c'est aussi le moment pour nous de rappeler aux panafricanistes et de rassurer les panafricanistes. Il y a beaucoup de panafricanistes qui ces derniers jours sont un peu perdus, Manuela. Pourquoi? Pour le reconnaître, parce que beaucoup nous disent... Beaucoup de questions divisent. Oui, il y a tel qui est très violent, il y a tel qui est très violent. Nous tenons à rappeler aux panafricanistes, nous sommes dans un monde qui est essentiellement violent. Les chefs d'État qui ont fait le choix du panafricanisme ne sont pas forcément les moins violents. Nous le savons, nous le reconnaissons. Et le panafricanisme, nous rappelons encore à tous les panafricanistes, ce n'est pas la démocratie. Nous ne sommes pas les chantres de la démocratie. Ces fétichismes qui nous ont été vendus, démocratie, droits de l'homme, développement durable, ça n'existe même pas. Ces pays qui vous disent ça, regardez-les, ils ne pratiquent pas ça. Qui tue nos chefs d'État tout le temps quand ils ne leur obéissent pas? C'est ces gens qui nous mettent des dictateurs à la tête de nos États. Ouattara qui l'a mis à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Ceux qui vous parlent de démocratie, Ouattara il a brillé un troisième mandat. Nous n'avons jamais pris le troisième mandat pour dire que le troisième mandat en lui-même est mauvais. Oui, bien sûr. Mais nous avons pris le troisième mandat pour montrer une contradiction de la duplicité du discours occidental. Donc, regardez, ces gens qui vous disent qu'il y a des principes, des sacro-saints principes, vous avez fait droit, Manuel, vous comprenez un peu cette phrase, ils disent le sacro-saint principe de l'inviolabilité de la Constitution. Mais Ouattara, il a violé sa constitution sans même convoquer 3 professeurs de droit. Il l'a fait parce qu'il sait que la politique est créatrice du droit. Donc, nous, panafricanistes, nous avons des options fortes. Le président Doumbouya aujourd'hui est considéré comme un panafricaniste parce qu'il a donné l'opportunité au panafricanisme de s'épanouir. Il a porté sa contribution à ce que le Mali devienne ce Mali que nous sommes, dont nous sommes fiers. On ne peut pas cracher dessus. C'est à ce titre, parce que nos adversaires ils disent que vous ne tirez pas sur Paul Biya, vous ne tirez pas sur... oui, il faut le reconnaître. Le président Obiangema Bassoko, sans lui, sans son financement, le combat panafricaniste serait aujourd'hui aux oubliettes. Et parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État comme quand le guide Muammar Kadhafi est décédé, c'est le président Obiangema Bassoko qui a soutenu le combat panafricaniste. Si vous avez une pléthore de médias panafricanistes, il y a des chefs d'État qui ont très vite porté ce combat. Qui ont œuvré. Le président Idriss Déby du côté du Tchad. Le président Idriss Déby du Tchad. Aujourd'hui, si vous avez au moins 3 médias panafricanistes qui peuvent vendre la voix de l'Afrique dans le monde et parler fort au point où l'Afrique aujourd'hui est fière des dynamiques qui se passent, c'est parce qu'il y a quand même le patriarche Paul Biya, qui était, nous le rappelons toujours, le seul avec qui Kadhafi discutait des plans secrets qu'il ourdissait sur l'Afrique. D'ailleurs, ils avaient un plan de faire le FMA au Cameroun, le Fonds monétaire africain. Donc, ces personnalités sont chères pour nous panafricanistes. C'est nos héros. Les Français ont De Gaulle. Vous les avez déjà vu parler des crimes de De Gaulle? Vous croyez que De Gaulle c'était un ange? Que De Gaulle c'était un personnage somptueux et gentil? C'est un despote, un dictateur qui a fait le coup d'État pour revenir au pouvoir. Les États-Unis ont Barack Obama, un criminel. Ils ont George Bush, un criminel. Ils ont, dans le monde, il y a plusieurs pays ont leurs criminels. Mais chaque pays décide, dans le cadre de défendre ses intérêts, de valoriser ses personnes. Pour sortir avec vous sur ce point. Le président Doumbouya a certes des domaines dans lesquels il peut travailler encore. Et nous avons toujours dit que le président Doumbouya doit travailler sa légitimité populaire. Il doit travailler dans ce sens. Parce qu'il y a le versant politique qui n'a pas beaucoup développé. Il doit le faire. Aujourd'hui, quand on prend la coopération avec le Mali, du Burkina et du Mali, c'est effectivement le miroir de cette coopération qu'il y a avec la Guinée, qui est aujourd'hui dans l'axe panafricaniste et qui apporte sa contribution au combat panafricaniste. Il faut que le Burkina s'inspire de cette coopération-là. D'ailleurs, nous pensons qu'il y a un axe Ouaga, Bamako et Conakry qui est en train de se former, avec un puissant voisin qui est en train de se constituer véritablement en hégémon stabilisateur du côté du Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie. L'Algérie a décidé d'augmenter de 130% son budget de défense
Bientôt, l'Algérie va se doter des Su-57. C'est les derniers chasseurs de 5e génération russes qui seront sur le territoire algérien, propriété de l'Algérie. L'Algérie aura des sous-marins et peut-être même avec des capacités. Est-ce que comme ça, en quelques minutes, ces pays peuvent former une sorte de communauté peut-être, puisqu'ils sont plus ou moins rejetés par cette communauté dite internationale? Nous avons fait le débat, je crois que c'était en début d'année, nous proposions cela comme étant l'émergence d'une communauté, une nouvelle communauté panafricaine. En fait, la communauté panafricaine est en train d'émerger petit à petit, à partir du noyau qu'est le Mali, l'Algérie, le Burkina et la Guinée-Conakry. Ces 4 pays peuvent déjà eux seuls constituer un grand marché avec un centre économique important qu'est l'Algérie, qui peut être un centre diffusionniste du point de vue économique. Nous encourageons les chefs d'État de cette communauté-là à travailler ensemble. L'Algérie a mis sur pied le SEMA, je crois que c'est le SEMA, les MOC ou bien le COMOC, c'est des chefs d'état-major, le CEMAC, voilà, les chefs d'état-major de cette sous-région qui se retrouvent. Il faut que cette instance se mette à vivre. Sous l'égide d'Alger, Bamako peut devenir un pôle important, ainsi que Ouagadougou et Conakry, dans le cadre de la coopération. Et qu'à partir de là, ils définissent ensemble. Mais c'est aussi bien d'avoir des pays qui ont une convergence. C'est pourquoi nous invitons aussi les autorités algériennes, dans le cadre de cette collaboration, à bannir le Niger. Parce que même si le Niger, du point de vue géopolitique, est très important, le Niger, pour l'instant, est dirigé par des gens qui n'ont pas la même vision que les Maliens, que les Burkinabés et que les Guinéens. Il faut des forces convergentes du point de vue idéologique, des forces convergentes du point de vue politique, pour véritablement adresser la question terroriste. Nous sommes confiants que l'unité qui est en train de se former, vous allez voir dans les jours à venir, les terroristes n'auront plus qu'un seul territoire sur lequel ils vont se répandre, c'est le territoire du Niger. Et comme les terroristes ne peuvent jamais se satisfaire d'un seul territoire, ils vont redescendre pour aller au Bénin parce qu'il y a Talon qui pense un peu qu'il peut jouer avec le feu. Ils vont redescendre au niveau du Bénin et puisqu'il y a aussi celui qui pense qu'il est le chef des terroristes, quand généralement les loups manquent de proie, ils se retournent pour se manger entre eux. Donc la Côte d'Ivoire elle-même va certainement à un certain moment devenir le terrain favori des terroristes. Merci à vous Jonathan Batenguine. On n'a plus qu'environ 2 minutes en ce moment pour sortir quand même un mot de fin avec vous, Tapé Groubera. Qu'est-ce qu'on peut retenir en attendant justement la quintessence de cette visite, les échanges quand justement les ces deux dirigeants africains, certainement demain on reviendra là-dessus. Ce qu'on peut retenir rapidement dans cette rencontre, c'était une rencontre nécessaire pour une question de vie et de mort, surtout pour le Burkina Faso. Et je pense que le fait que cette rencontre ait eu lieu et qu'elle s'est faite dans une situation, je veux dire, dans un timing très précis, cela démontre à quel point ce que le nouveau président du Burkina Faso l'a dit, c'est la question de l'urgence. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire 10 heures ou 15 heures de réunion pour comprendre ce qu'il faut. Et je pense qu'ils se sont bien compris, se sont bien entendus. Et je pense que le président du Burkina Faso va bénéficier à la fois des conseils et de la pratique de son aîné pour que le Burkina Faso, cette histoire de voyous qu'on n'entend plus parler dans les quelques mois qui viennent. Merci à vous, Tapé Groubera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le cadre de cette édition du Point sur l'actualité sur For You Media Africa. Merci également à vous, Jonathan Batenguine, d'avoir été encore ce soir avec nous également. On va vous retrouver demain, Inch'Allah. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette autre édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes seulement, ce sera bien sûr votre grand journal sur For You Media uniquement.